Merci beaucoup de l'invitation. Je suis très contente d'être ici et puis de voir effectivement un certain nombre de visages connus, même si parfois le temps passe vite et puis on se voit moins souvent qu'un temps. Je dois vous décevoir sur deux choses. D'une part, je n'ai pas maintenant une parole académique ce soir, mais plutôt une parole politique. Première déception ou réjouissance, je ne sais pas. Deuxième, c'est que c'est peut-être quand même un peu loin de votre travail quotidien, parce que justement c'est une approche politique et une réforme complète et fondamentale et profonde que le Denknetz propose. Mais je suis contente que vous ayez envie de voir aussi des choses qui vont un peu plus loin que le quotidien, justement, parce que je pense que dans le travail que vous faites tous les jours, c'est très important d'avoir un peu les grandes lignes et puis de temps en temps prendre de la distance. Maintenant, vous êtes des professionnels, j'espère pas dire trop de bêtises, mais je vous demande pardon d'emblée et puis vous corrigerez, et puis soit oralement ou bien dans votre tête. Et puis comme on est en petit comité, je propose aussi, s'il y a des questions de compréhension sur le moment, posez-les tout de suite plutôt que de les stocker jusqu'à la fin. Et si ça devient trop, s'il devait y avoir trop de questions, on interrompra puis on trouvera une formule plus adéquate pour que je puisse quand même vous dire ce que j'ai envie de vous dire. Je ne vais pas tout vous dire ce qui est écrit dans ce magnifique ouvrage, vous pouvez l'acheter pour la modique somme de 17 francs. Si c'est trop ou si vous n'avez pas envie de l'acheter, vous pouvez la télécharger, cette publication, sur le site du Denknetz que vous trouvez par Google facilement. En allemand et en français, selon votre préférence. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est ce réseau de réflexion, ce Denknetz ? Vous l'avez déjà dit, c'est une association plutôt active à Zurich, plutôt germanophone, et puis quand même assez grand, avec 1600 membres, plus ou moins. On est proche des syndicats, donc on peut dire clairement que c'est un think tank de gauche, avec les valeurs de la gauche, donc justice sociale, démocratie, égalité, c'est nos grandes préoccupations. Et nous travaillons sur différentes thématiques, selon ce qui nous intéresse à un moment donné, et c'est dans ce contexte qu'est né donc le livre. Je vais vous dire que ça fait pas mal d'années que le Denknetz réfléchit à cette réforme. Le réseau de réflexion n'est pas une instance politique dans le sens où nous n'intervenons pas dans la politique de tous les jours. Nous sommes donc vraiment un think tank qui essayons d'influencer les politiques dans le sens qui nous est cher, donc en préparant des thématiques parce qu'on sait qu'ils n'ont pas toujours le temps d'approfondir et d'analyser les problématiques. Il y a encore de la place, effectivement, on peut devenir membre. Vous avez aussi, et ça c'est gratuit, en tout cas l'inscription, après on a une modeste contribution pour être membre. Ce réseau roman, ce groupe roman se réunit généralement à Lausanne. Faites-moi signe si ça vous intéresse et puis on vous invite et puis vous venez tester si c'est quelque chose qui vous intéresse. Voilà très rapidement ce que je veux vous présenter aujourd'hui, ces 5 thématiques, 5 chapitres que vous avez ici. Et je vais commencer par vous dire que ça fait longtemps que nous, mais aussi beaucoup d'autres, réfléchissent à une réforme, une autre manière d'organiser la protection sociale en Suisse. Je trouve important, puis surtout vous qui êtes des spécialistes, de voir un peu, pas perdre l'histoire, pour d'une part rendre l'honneur à ceux et celles qui nous ont précédés, mais aussi pour voir dans quelle, je veux dire, longue, en Suisse, puis peut-être pas qu'en Suisse, les choses sont lentes, les changements sont longs, donc il ne faut pas perdre l'enthousiasme, mais aussi voir tout ce qu'il y a déjà fait avant, et le Denknetz est largement inspiré de ces différentes initiatives. Le Tessin était absolument précurseur, d'abord avec un livre publié en 1995, par des personnes qui les plus anciens, voire même les moins anciens connaissent,
Martino Rossi et Elena Sartoris sur repenser la solidarité. Donc tout un ouvrage sur comment on pourrait refaire, réorganiser la protection sociale en Suisse, sur l'analyse de ce livre, mais aussi sur leur compréhension, leur analyse de la réalité tessinoise. Ils ont complètement restructuré, harmonisé les différentes prestations sous conditions de ressources, mais aussi les autres, parce qu'au Tessin comme ailleurs, c'était compliqué, c'était pas accessible pour tout le monde, donc ils ont restructuré en unifiant un grand nombre de dispositifs. Pas l'aide sociale, mais beaucoup d'autres, toutes ces petites et moins petites dispositifs d'aide pour les familles, pour les petits-enfants, les moyens-enfants, les grands-enfants, les bourses, c'était vraiment compliqué et cela a vraiment donné un bon résultat. Pas suffisant, mais quand même, c'était mieux qu'avant. Et puis, vous connaissez les revenus minimums, le RMCS à Genève, le RMR à Vaud. Donc, un vent de renouveau dans les années 90, avec quelques organisations aussi, réorganisations, dans l'idée de simplifier l'accès aux personnes et de faire un peu moins de frais administratifs et un peu moins de bureaucratie. Et puis, quelques années plus tard, nous avons, le Denknetz a publié le premier ouvrage pour une assurance générale de revenus. Il y a eu tout de suite une intervention par une conseillère nationale qui a demandé un rapport au Conseil fédéral. Donc c'est toujours intéressant ces rapports, même si son postulat n'a pas du tout passé, parce qu'il y a eu toute une analyse vue par donc, le Conseil fédéral, niveau fédéral, sur sa vision, sur ce qui pose problème. Et il trouvait plutôt que ça n'allait en fait pas si mal et qu'on pouvait laisser les choses telles qu'elles étaient, à quelques exceptions près. Les personnes qui avaient besoin de protection sociale étaient protégées. Vous vous rappelez peut-être en 2016 la votation sur le revenu inconditionnel. Grand débat sur, c'était justement un débat sur comment refaire, comment repenser cette protection sociale. Faut-il partir de l'idée qu'on est à la fin du travail, qu'il n'y a plus de travail, qu'il n'y a plus d'emploi pour tout le monde. C'était un peu un des axes forts des initiants. Leur initiative n'était pas chiffrée, mais c'était pour partie les mêmes termes qu'on utilise dans l'aide sociale, donc dignité, permettre la dignité et la participation. Largement refusé. Est venue la crise du corona avec des événements dramatiques qui nous ont tous fait très peur, mais aussi qui était un grand étonnement pour moi, cet élargissement extrêmement rapide des prestations d'assurance, avec donc un accès facilité des prestations supérieures dans le cadre de l'assurance chômage, notamment beaucoup de crédits qui ont été décidés extrêmement rapidement pour éviter que des pans entiers de l'économie ou des grands groupes de personnes tombent dans la difficulté. Une autre chose tout à fait réjouissante, me semble-t-il, c'est qu'un certain nombre de cantons, dont Genève et deux villes, Zurich et Lucerne, ont inventé de nouveaux dispositifs tout à fait novateurs, dans le sens que ces dispositifs-là étaient pour donc, des individus, des personnes sans statut, sans droit de séjour, et sans assurance, sans droit aux assurances sociales, parce que ces personnes étaient au noir ou étaient dans la précarité, donc n'avaient pas cotisé. Et d'un coup était possible, ce que nous demandions en 2009 déjà, et ce qu'on a essayé de conceptualiser un peu plus, d'un coup c'était possible de dire c'est des personnes qui sont là, elles font partie de notre société, elles n'ont pas le statut, mais ne regardons pas le statut, regardons plutôt le fait que ces personnes soient là et qu'elles aient besoin de notre aide parce qu'elles participent à l'économie en temps normal. C'était possible pour un temps court, pour la durée de la crise, mais certaines choses sont restées. Me semble-t-il, moi j'observe une manière nouvelle de considérer ou de s'inquiéter du non-retrait des prestations d'aide sociale, mais aussi d'autres non-retrait d'autres prestations. C'est vraiment venu au devant de la scène, dans le radar politique, on en parle beaucoup plus qu'avant la crise.
Et puis certains de ces nouveaux dispositifs sont en train d'être éprouvés, d'être peut-être pérennisés. En tout cas, il y a eu un dynamisme durant le Covid. On dit souvent, quand on parle de l'aide sociale, qu'il faut une loi cadre fédérale. J'ai connaissance de 12 interventions ces 30 dernières années, donc un nombre extrêmement important au niveau des chambres fédérales, des motions, des interpellations, toutes sortes de formes, pour dire mais on est un peu peut-être à la fin d'un modèle de fédéralisme et les cantons ne s'en sortent pas très bien ou pas toujours à leur honneur, donc il faut une loi fédérale. Aucune de ces 12 interventions jusqu'à maintenant n'a passé. Donc il faudra une 13e, une 14e et ainsi de suite. Les enjeux de ces différentes interventions, c'est vraiment les grands thèmes de comment faire société, comment vivre ensemble, comment gérer la richesse, comment gérer la pauvreté, qui a droit, et qui a quel droit, qui a quel devoir. Donc, des grandes questions dont on va parler maintenant, mais pas encore. D'abord, mais je serai rapide sur les lacunes parce que je pense que là, c'est vraiment votre pain quotidien, vous connaissez bien. Mais il faut quand même les rappeler parce que notre modèle construit sur ces lacunes, en fait, avec l'ambition de les réparer. Ce que je vais dire, ce que nous disons dans notre livre, c'est uniquement la période de la vie dite active. Donc on ne s'intéresse pas à la vieillesse. Donc c'est de 18 à 65 ans et pas au-delà. On aurait pu, mais c'est déjà très compliqué de s'intéresser à cette longue période. Ces assurances sociales, on le sait, tout le monde le sait, c'est pas du tout original de le dire. Elles sont construites sur un modèle qui n'a plus cours, qui est dépassé. L'homme qui nourrit la famille, qui travaille toute la vie à 100% dans un même emploi ou à la rigueur dans deux emplois différents, ça devient un modèle vraiment en perdition. Une autre lacune, c'est que nous avons des assurances qui fonctionnent, chacune pour elle, plutôt bien, qui sont plutôt, je dirais, confortables, je ne sais pas si on peut dire, mais en tout cas qui fonctionnent bien comparativement aux pays qui nous entourent, avec des prestations plus élevées, mais elles sont sectorielles. Et il y a toujours, et là, les assistantes sociales se cassent les dents là-dessus pour savoir, puis aussi beaucoup de juristes dans ces assurances, est-ce que c'est vraiment une maternité, est-ce que c'est vraiment un chômage, est-ce que c'est plutôt un accident, plutôt une maladie. C'est extrêmement douloureux pour les personnes, c'est compliqué à gérer, c'est coûteux pour savoir dans quel silo la personne doit aller. Et puis nous avons toute une série de risques qui ne sont pas assurés, risques majeurs, divorce, séparation. Il y a bien sûr la personne qui n'a pas les enfants, qui doit payer les pensions alimentaires, il y a les avances sur pensions alimentaires, mais c'est au niveau individuel. Il n'y a pas d'assurance collective sociale pour ce risque qui touche quand même un très grand nombre de personnes, de ménages. Et même chose pour la réduction du taux d'emploi, c'est généralement les femmes qui s'occupent de leurs enfants. Donc là, on a un autre problème parce qu'elles ont un salaire très diminué pour s'occuper des enfants. Il n'y a rien qui compense. Et ce n'est pas l'allocation familiale qui compenserait cela. Vous intervenez si vous avez une remarque à dire, ça ravit aussi un peu le moment. Deuxième slide sur les lacunes des assurances perte de gains dans la vie active. Les indépendants l'ont vu très fortement durant la crise du Covid, très peu, voire pas du tout d'assurance, perte de gains, pas d'assurance en cas de maladie, d'accident. Toute la grande problématique des personnes qui sont sans statut, qui sont au noir, et puis ces formes nouveaux, plus très nouveaux, mais qui deviennent très nombreux, des personnes qui ont des emplois précaires, qui ont plusieurs types d'emplois, qui sont un peu indépendants, un peu travail sur mandat, un peu salariés,
qui ont de multiples emplois sans penser jusqu'aux femmes de ménage qui ont 10 ou 15 emplois, mais 2 heures ici, 3 heures là, et c'est très compliqué à gérer et ça n'est pas protégé. Les bas salaires, c'est aussi un nouveau, c'est pas un nouveau problème. Toutes ces protections que nous avons en Suisse, quand vous avez un salaire convenable, ça peut aller, mais les petits salaires, les vendeuses, les personnes de la gastronomie qui ont à plein temps des petits salaires de 3 000 francs, à Genève maintenant, en dessous de 4 000, il ne devrait plus y en avoir. Mais si c'est un temps partiel, un bas salaire, la protection, elle est très réduite. D'autant plus que les protections sont toujours partielles. Aucune assurance ne prend en charge le 100% du salaire, c'est du 70%, du 80%, et pendant une durée réduite. Typiquement l'assurance chômage, ou bien une longue durée de cotisation, notamment pour l'AI, où il faut avoir cotisé 3 ans avant d'avoir une rente AI. Cela, c'est une véritable fabrique de personnes qui finissent et qui passent par l'aide sociale ou d'autres prestations sous condition de ressources, parce qu'on fabrique des personnes pour lesquelles on ne couvre pas la perte de salaire. Et vous allez voir, nous avons une solution comment on pourrait le faire autrement. Une slide juste sur les prestations sous condition de ressources. La multiplicité de ces dispositifs, elle est connue. Il y a un très grand nombre, je n'ai pas besoin de vous les expliquer. Genève en a 9. Les aides sont très disparates, souvent difficiles d'accès. Les gens ne le savent pas. C'est parfois compliqué, c'est toujours compliqué, je dirais. Il faut se présenter beaucoup de fois avec à peu près, mais pas tout à fait les mêmes documents. Et même le guichet unique ou le revenu unique n'y remédie pas totalement. L'intention y était, mais je crois qu'il faudrait aller encore plus loin. Les montants sont souvent modestes, dont l'aide sociale, dont les montants sont insuffisants. Mais ce n'est pas que l'aide sociale, puis je pense si on donnait plus, elle prendrait et redonnerait volontiers aux personnes. Avec ces complications, ça n'est pas étonnant qu'un grand nombre de personnes ne retirent pas. Les personnes ont 36% selon une étude dans le canton de Berne. 36% de personnes qui auraient droit, qui rempliraient les conditions de l'aide sociale, ne la demandent pas. C'est plus du tiers. Donc il faut clairement dire qu'on a là des dispositifs très coûteux, très bien faits en règle générale, mais qui ratent leur cible. Qui ratent leur cible pour 2 tiers des personnes qui en auraient besoin. Oui? Pour le non-recours, ça concerne quel canton? Ça concerne toute la Suisse? Alors là, c'est dans le canton de Berne. C'est une étude qui a été faite par l'école, la Haute École de Travail Social de Berne et Caritas. Mais on peut, je pense, tout à fait le généraliser sur d'autres. Quelques pourcents de plus ou de moins. Et ça concerne quelles aides? Toutes sortes d'aides ou que l'aide sociale? Là, c'est que l'aide sociale. Que l'aide sociale. Alors voilà, j'en viens au modèle. Qu'est-ce que nous proposons pour améliorer, pour changer toutes ces différentes choses? En une slide, l'essentiel en bref. Les principes. Nous voulons simplifier, harmoniser et élargir les prestations. Donc augmenter les prestations pour presque tout le monde. Nous voulons, d'où le titre, la protection sociale pour toutes et tous, la même sécurité sociale pour toutes et tous. Il y aurait donc dans notre modèle une unique assurance perte de gain. Il y aurait, si cette assurance s'avérait insuffisante, ce qui est possible même dans notre modèle, si cette prestation d'assurance s'avérait insuffisante, il y aurait des prestations de conditions de ressources, mais une seule, du type, pas du type, les prestations complémentaires telles qu'on les connaît pour la VSAI actuellement. Donc l'aide sociale et toutes les différentes allocations pour assurance maladie, allocation logement, etc., ils seraient fondus, ils seraient fusionnés dans des prestations complémentaires.
Et puis la prestation non financière, on imagine là aussi un service unifié qui offre soutien, orientation, mesures de formation, mesures de désendettement, accès aux différents soins sur une base purement volontaire. Donc aucun bénéficiaire de ces prestations ne serait obligé ou forcé. Il y aurait un découplage complet entre la prestation financière et l'accès à ces prestations non financières, ces aides personnelles. D'ailleurs, là aussi, on n'est pas complètement rêveur. La ville de Zurich, vous le savez sans doute, la ville de Zurich, depuis quelques années maintenant, a découplé à l'aide sociale, a rendu facultatif, pour la quasi-totalité des bénéficiaires, a rendu facultatif l'accès aux mesures de réinsertion. Et ça fonctionne tout à fait bien. Il n'y a pas moins de monde, il y en a plutôt plus. Ils doivent plutôt freiner certains où le service estime que vraiment ça n'est pas la peine ou ça n'est pas possible qu'une telle personne fasse une formation alors qu'elle a vraiment, visiblement, aux yeux du service, pas les compétences, mais les personnes redemandent. Parce que c'est peut-être le moment pour dire la philosophie qui sous-tend notre modèle. On a une option positive, optimiste de l'humain. On ne pense pas d'abord aux personnes qui pourraient abuser ou qui pourraient tricher. Il y en a toujours, il y en a partout, mais ce n'est pas là-dessus qu'on construit. On construit sur une façon de voir l'humain comme voulant se rendre utile, voulant participer et cherchant à être comme tout le monde. Voilà, en bref, je vais détailler ces différentes choses. Donc, une assurance unique pour tous les statuts. Il y aurait donc que la personne soit avec un statut de salarié, d'indépendant, d'intermittent ou de n'importe quel autre statut, que la personne ait ou non un titre de séjour, donc les personnes au noir sont compris. Vous verrez à quelles conditions. Tout le monde est couvert obligatoirement pour avoir droit à une prestation perte de gain si la personne perd son revenu. La prestation serait identique pour toutes les causes, quelles que soient les causes, donc les actuelles différentes assurances seraient tous traités de la même manière. Et pour les toucher, il suffira d'avoir cotisé pendant 3 mois, donc pas tout de suite le premier jour, mais 3 mois, ça nous paraissait quand même un temps assez court, et pendant une durée illimitée, tant que dure la cause de l'absence de revenus. Donc il n'y aurait pas le coup près de la fin de l'assurance chômage ou autre chose. Contrairement à ce que prônent les défenseurs, défenseuses du revenu de base garanti inconditionnel, pour nous, on prône un modèle avec une obligation d'emploi. Donc on pense que l'emploi reste quelque chose d'absolument central. Il faut améliorer l'emploi, il y a les conditions d'emploi dont il faut s'occuper, il y a le salaire, ce qu'a fait le canton de Genève, et l'emploi doit être un emploi digne selon la définition du BIT, du Bureau international du travail. Donc pas n'importe quel travail, dans des conditions correctes, avec formation continue, etc., etc. Ça c'est une obligation. Et puis nous demandons une indemnisation à 100% pour les salaires jusqu'à 4 000 francs, avec après une réduction jusqu'à 80% pour des salaires en dessus de 4 000. Si la personne devait s'avérer que la personne sera incapable pour gagner un salaire pendant longtemps, elle aurait une rente selon des choses proches de ce qu'on connaît des rentes AIF actuellement. Mais toujours avec ces, proches dans la procédure, hein, mais avec ces conditions-là. Pour les PC, pour toutes les situations, même logique, la prestation complémentaire ou les prestations complémentaires pour toutes les situations de besoin. Si la rente, justement, si les indemnités journalières sont insuffisantes, il y aurait un ajout d'une prestation complémentaire
indépendamment de la cause de ce manque de revenus. Peut-être une absence totale de revenus, peut-être une assurance insuffisante, peut-être un bas salaire, avec des personnes qui gagnent un salaire mais qui n'arrivent pas à s'en sortir, ils auraient ces prestations complémentaires, fondées en un unique dispositif. Donc si je disais élargissement des prestations, on serait au niveau des PC, donc qui en 23 sont 1675 francs pour une personne seule par mois, ce qui est quand même supérieur à l'aide sociale. Et puis la limite de fortune serait aussi très supérieure, une très basse limite de fortune, donc dès que, vous le savez, dès que les personnes ont plus de 4 000 francs, il faut d'abord manger sa fortune avant d'avoir, par exemple, droit à l'aide sociale. Nous gardons la limite de fortune qu'utilisent les PC actuels, donc 100 000 francs avec une prise en compte d'une partie, mais jusqu'à 100 000 francs, on peut entrer dans le modèle. Une réglementation nationale pour arrêter avec ces choses très compliquées, non remboursables. Ça, à Genève, c'est plus un problème, mais il y a de nombreux cantons suisses où l'aide sociale reste remboursable et c'est un obstacle majeur pour y accéder. Et puis, je l'ai dit, ce n'est pas conditionné à des recherches d'emploi obligatoires, mais il y a une offre de mesures. Et c'est un accompagnement facultatif. Pardon? Oui. Vous faisiez référence aux personnes sans papier? Oui. Donc qui pourraient ouvrir un droit similaire, en tout cas des prestations complémentaires, si j'ai bien compris. Oui. Vous pensez à la même chose pour les migrants, les personnes migrantes, avec les réfugiés, les abris provisoires? Vous posez une colle, on aurait dû, mais on n'a pas réfléchi à tout ce secteur. C'est comme tout le secteur de la vieillesse. On n'a pas réfléchi au secteur des réfugiés parce que c'est extrêmement compliqué. Puis on voit bien maintenant avec ces moments où il y a d'un coup des grosses pressions, un grand nombre de personnes et ce n'est pas gérable par les lois nationales. Alors que, je veux dire, la migration ordinaire, si on peut dire, du travail, elle est gérable par le marché de l'emploi. Donc on aurait dû, mais on n'a pas... On n'a rien à... Il y aura d'autres, d'ailleurs, ce n'est pas des points blancs, mais des choses qu'on n'a pas résolues. Alors voilà, on peut dire peut-être que ces PC pour tout le monde, c'est des doux rêveurs, on rêve parfois un petit peu, mais en fait ces PC existent déjà. Ils existent au niveau des rentières avec SAI, ça tout le monde le sait, mais le canton de Berne était il y a quelques années à la pointe du progrès social parce qu'ils avaient mis des prestations complémentaires pour toutes les situations de besoin. Jusqu'en 2010, les allocations spéciales en faveur des personnes de conditions modestes. Et puis, on connaît déjà les PC pour famille. Là aussi, Genève est sur les rangs du progrès. Et la rente pont, introduite sur le plan fédéral, qui marche encore pas très bien, mais qu'a aussi le canton de Vaud. J'ai une question. Oui. Berne, ils ont testé ce modèle-là, mais pourquoi ils ont arrêté? C'était quoi la raison? C'était compliqué. Il faut d'abord dire pourquoi ils l'ont introduit. Ils l'ont introduit au même moment où on a introduit des PC pour les rentières. Et le canton de Berne avait un discours très égalitaire pour dire ça ne va pas dans un pays de traiter mieux certains que d'autres. Il n'y a pas de raison de donner aux rentiers qui le méritent, mais il y a d'autres personnes qui n'ont pas de rente, mais qui le méritent tout autant. Ça, c'était le discours plutôt progressiste. Après, pourquoi ils ont arrêté? Pour différentes raisons. D'une part, politique, idéologique, mais fortement financière. Mais peut-être pas que c'était trop cher, mais que c'était pas payé par les mêmes. Parce que l'aide sociale était payée, je crois, moitié-moitié dans le canton de Berne, alors que ces allocations spéciales étaient payées par la commune à un très fort taux. Donc ça chargeait beaucoup les communes
Et le canton de Berne a toujours aujourd'hui encore une organisation très décentralisée avec une forte autonomie communale en matière de prestations sociales. Donc des communes faisaient un peu n'importe quoi. Oui. Il y a encore une question de compréhension par rapport au slide précédent. Oui. Donc vous dites qu'en fait c'est basé sur l'idée d'acceptation d'un emploi Oui. décent. Oui. Mais après de l'autre côté, ce n'est pas conditionnel. Voilà, il n'y a pas de conditions de recherche d'emploi, etc. Donc en fait, comment ça marche? C'est une des contradictions, on peut dire, ou un des paris que nous faisons sur l'humain. Et là, l'expérience de la ville de Zurich nous donne vraiment des arguments pour dire qu'il n'y a pas besoin de tous ces appareillages d'autorité. Les gens travaillent par eux-mêmes. Ce qui est pour nous, ce qui est facultatif, c'est d'envoyer les gens à gauche et à droite dans telle mesure de réinsertion, dans telle formation. Elles doivent être mises à disposition. Donc là, il y a une obligation pour les services de mise à disposition. Mais si la personne dit, moi, votre cours, ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas y aller, on ne va pas la forcer. On ne va pas la forcer, on ne va pas la pénaliser. Mais on va être derrière en argumentant. Mais avec le risque que certains vont effectivement ne pas travailler. Là aussi, c'est un peu un point blanc, on n'a pas été jusqu'au bout, on n'a pas rédigé une loi, donc ça reste à avoir pour être correct. Avec les personnes sans trahir la philosophie. Juste une question, quand vous dites, je pense à Zurich, où ça fonctionne assez bien, la motivation, il n'y a pas besoin d'utiliser l'argent. Est-ce que c'est pour toutes les catégories d'âge, par exemple? Est-ce que le rapport au travail peut être différent chez une personne de 50 ans que chez un jeune qui arrive sur le marché de l'emploi maintenant? Est-ce que c'est... Ce que je sais, c'est pas lié à l'âge, mais c'est lié, ils font quand même un truc un peu à la Suisse allemande, d'une façon très précise pour évaluer les personnes et leur proximité, leur employabilité. Mais l'âge n'est pas du tout la seule catégorie, c'est beaucoup plus l'état général, la personne, la santé, la motivation, le parcours qu'elle peut offrir. Donc là, il y a des personnes qui sont proches d'une AI, proches d'une invalidité où on ne va pas forcer, puis d'autres qui sont beaucoup plus en bon état, en bonne santé. Alors, une chose, vous m'ajoutez quelques minutes avec... Oui, bien sûr. Une chose un peu peut-être différente, je vais quand même vous le présenter, parce que jusqu'à maintenant vous dites peut-être que c'est pas très différent, c'est pas très révolutionnaire, c'est toutes des choses qu'on connaît déjà, si ce n'est que nous harmonisons, nous unifions. On a inventé une chose nouvelle qu'on appelle le opting out. Opting out, se retirer, renoncer. C'est une possibilité pour les personnes qui sont aptes à l'emploi, donc une pleine capacité de travail, mais qui disent, moi, dans cette société capitaliste, patriarcale, non, je veux dire écologiste, je ne veux pas aller dans le marché du travail. J'ai d'autres projets de réforme, je vais m'occuper de l'urgence climatique, je vais m'occuper des réfugiés, je veux m'occuper de moi, je veux faire des choses intéressantes. Et il nous semblait que, tant qu'à faire, pour lancer un grand modèle, il fallait un tout petit peu ouvrir et innover à des manières de vivre différentes. D'où cet opting out qui consiste à verser à des personnes donc, dans cette situation les conditions, les prestations complémentaires. Il faut, pour y entrer, avoir cotisé plus longtemps que pour le reste. Il faut avoir cotisé pendant 5 ans parce qu'on voulait... Parfois on a pensé à des détails, puis parfois pas, mais là on a pensé aux détails des personnes qui sortent d'une formation et qui pourraient immédiatement après la formation vouloir entrer dans cet opting-out. Et nous ne voulions pas cela. C'est plutôt pour des personnes qui ont déjà fait quelques expériences de travail. Donc il faut avoir une cotisation plus longue et une remboursabilité, mais assez, je veux dire, à un niveau très élevé.
Ce qui est nouveau aussi dans cette formule, c'est qu'on ne demande pas de justification à la personne. Donc elle ne doit pas passer pour dire, mais moi voilà, mes 3 pages de motivation, je veux le faire, et il n'y a pas de contrôle non plus sur ce que fait la personne. Donc là, on innove et on trouve assez marrant de voir comment c'est reçu, parce que bien sûr là, on est vraiment différent des pratiques actuelles. On pourra sûrement en discuter, mais je dis aller vers les coûts et les financements. L'assurance, on a fait, ou ils ont fait, moi je ne les fais pas, des statistiques les plus pointues possibles avec des statisticiens de l'Office fédéral des statistiques pour voir ce que ça coûterait. Donc on n'est que dans des évaluations, on ne peut pas le savoir précisément. Et c'est avéré que l'assurance unifiée ne serait pas plus chère que le patchwork que nous avons actuellement. Parce qu'il y a des gains d'efficacité, il y a des gains sur la bureaucratie qui seraient plus autant que maintenant, et puis des cotisations plus larges que maintenant. Il y aura autrement pour les PC, là il y aurait une nette augmentation du coût, 3 milliards de plus, parce qu'il y aurait plus de bénéficiaires, parce que les prestations seraient supérieures. Mais alors, est-ce que 3 milliards c'est beaucoup? C'est pas beaucoup, c'est, je ne sais pas vous, mais moi, ces milliards-là, ces montants-là, c'est difficile d'imaginer, mais j'ai mis quelques points de comparaison pour dire que pour certaines choses, l'argent est tout à fait là. Si vous prenez la dernière ligne, là, le sauvetage de l'Axpo de cette entreprise d'électricité en septembre l'année dernière, c'est vu attribuer un crédit de 4 milliards un dimanche par droit de nécessité parce qu'il fallait absolument garantir les choses. Donc l'argent, il est là. C'est plutôt une question de volonté politique, c'est une question de philosophie, de quel prix on est la société d'accord de payer pour protéger les personnes et toutes les personnes. Dernière slide, j'arrive presque. Pour l'assurance générale de revenus, c'est un modèle simple. Il unifie les dispositifs, il est égalitaire, parce que tout le monde est traité de la même manière. Ce qui bien sûr est compliqué, parce que si je dis les travailleurs au noir, ils sont en nombre infini, il y en a toujours plus. Ça va tout de suite faire peur, mais si on a ça en Suisse, ils vont tous venir du monde entier. C'est une vieille crainte. Il faut trouver là aussi une solution. C'est pas tout à fait comme ça que les choses se passent, parce que les gens n'aiment pas forcément migrer. Il est démocratique parce qu'il pose la base et puis il donne aussi une sécurité. Et cette sécurité, je pense qu'elle est extrêmement importante par ces temps-là où nous passons un peu d'une crise à l'autre, que ce soit des crises politiques, que ce soit la guerre en Ukraine, que ce soit la crise climatique qui nous pend au nez. Et puis, c'est aussi une stabilité économique parce que ces personnes qui auraient de l'argent, ils ont beaucoup plus la possibilité de penser à se rendre utile, à faire quelque chose d'utile, plutôt que de dire « mais comment je vais faire pour arriver jusqu'à la fin du mois ?» Cet argent qui est donné aux personnes, il est immédiatement employé pour payer des loyers, pour payer les médecins, pour acheter des choses, donc pour favoriser la consommation, c'est vraiment une force de stabilité économique. Et puis, il est réalisable, selon nous, en entier, ça peut-être pas tout de suite et pas vraiment simplement, mais il est aussi réalisable par secteur. Il est réalisable par canton, par commune. Par exemple, les PC, on l'a vu, les PC familles existent dans 4 cantons. Il y a encore 22 autres cantons qui pourraient les introduire. Il y a la rente pont pour les chômeurs âgés qui existe dans le canton de Vaud. Pourquoi pas la faire ailleurs? Et puis, pourquoi pas dire, par exemple, au niveau des prestations sous condition de ressources, pourquoi pas fondre l'aide sociale dans un gros ensemble pour que ça soit le dispositif pour tout le monde.